Bonjour à tous et bienvenue dans la tour de commandement, votre source d'informations sur le format commandeur de Magic. Je suis Ironim et je serai votre commandant pour cette vidéo. Alors, pour ce troisième épisode, on s'attaque au deuxième deck du commandeur 2018, Enchantement évolutif, donc qui est un deck blanc, bleu, vert, basé sur les enchantements. Oui, vous suivez, très bien. Juste pour vous faire un petit rappel, les analyses que je donne sont des analyses personnelles, c'est-à-dire qu'elles sont basées sur mon expérience de jeu, mes expériences en commandeur. Donc du coup, si jamais vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Comme pour la première vidéo sur les decks commandeurs, on va passer d'abord sur les commandants, ensuite on va analyser chacune des cartes, individuellement et puis en fonction des différents commandants disponibles dans le pack, et ensuite on fera un petit bilan du deck en fonction de tout ce qu'on a pu voir durant la vidéo. Avant de commencer l'analyse, et oui, je fais une petite parenthèse parce que j'ai une anecdote à vous raconter. C'est une anecdote qui me porte assez à cœur parce que quand j'ai vu qu'il y avait un deck enchantement dans les commandeurs 2018, avant même qu'on ait toutes les cartes qui soient révélées, j'étais très inquiet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la dernière fois qu'on a eu un commandeur enchantement, c'était dans le commandeur 2015, c'était un commandeur bicolore, c'était du blanc-noir avec Daxos le reparu, si je ne me trompe pas, sur son nom, qui était assez moyen, honnêtement, vraiment même passable, on va dire. Qui n'était pas terrible du tout, étant donné que le nombre d'enchantements disponibles dans ces couleurs-là était assez limité. Le blanc, bon, évidemment, il y en a pas mal, mais le noir, c'est assez restreint. Donc du coup, malheureusement, quand les decks sont sortis, on a fait du coup une soirée FNM sur du test des précos, enfin justement des préconstruits, donc en se battant les uns contre les autres avec ces préconstruits-là. Et malheureusement, j'ai fini avec ce deck, justement, sur les enchantements blanc-noir, et ça s'est extrêmement mal passé. Donc, j'étais parti un peu dans un état d'esprit en voyant ces commandeurs, ce nouveau commandeur enchantement, sur un plutôt mauvais état d'esprit. Mais vous allez voir au fur et à mesure que mon avis a changé, heureusement, avec ce deck si présent. Mais on va arrêter un petit peu de parler, on va passer directement à l'analyse des commandants, et notamment le premier commandant, Estrid, la femme au masque, qui est un commandant donc à Planeswalker légendaire, qui s'appelle Estrid, évidemment, qui coûte un générique, un vert, un blanc et un bleu, qui arrive avec 3 marqueurs loyauté, qui a une capacité +2, dégager chaque permanent enchanté que vous contrôlez. Un -1, créer un jeton d'enchantement blanc aura appelé masque, attaché à un autre permanent ciblé. Le jeton a enchanté permanent et l'armure totémique. Et le -7, donc mettez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes d'enchantement non-aura depuis votre cimetière, puis faites de même pour les cartes d'aura. Estrid, la femme au masque, peut être votre commandant. Alors avant même de commencer par les capacités, le regard d'Estrid me fait assez peur. Je l'ai vu en grand sur l'artwork en grand, je vous avoue que ça fait un peu flipper, mais bon. On va plutôt passer à l'analyse concrète de la carte maintenant. Alors déjà un Planeswalker qui arrive avec 3 de loyauté pour 4 mana, bon, on avait parlé avec Saïli, du 4 pour 4 c'était intéressant, c'était même bien. Là on est sur du 4 pour 3, donc bon. On va dire que, étant donné qu'elle a un +2, ça compense pas mal. Donc, parlons un petit peu d'ailleurs de ce +2, dégagez chaque permanent enchanté que vous contrôlez. Donc, malheureusement on parle du coup d'aura. Alors pour une petite expérience, pour avoir une petite expérience quand même du limité, de manière générale, les auras ne sont pas trop appréciées étant donné que malheureusement elles s'attachent à une créature et que si jamais la créature meurt, du coup vous avez 2 cartes qui sont dégagées. Généralement, c'est assez mauvais comme calcul. Là, justement, on nous dit qu'on peut dégager les permanents enchantés qu'on contrôle. Donc du coup, ça peut être des créatures qui sont enchantées, c'est une bonne chose, c'est bien, c'est quasiment de la vigilance, on va espérer du coup l'utiliser à la deuxième phase principale, après la phase de combat. Mais il y a également une petite subtilité, il y a également les enchantements de terrain. Et oui, parce que les enchantements de terrain qui donnent du mana supplémentaire, ça existe. Il y en a quand même eu pas mal dans Magic, et justement, c'est très bien de pouvoir, pour un +2, éventuellement rembourser Estrid, qui sait. Donc du coup, ça fait que ce Planeswalker, même s'il arrive uniquement avec 3 marqueurs loyauté, déjà, il en gagne 2 en utilisant sa compétence +2, et on va espérer en fait qu'il y ait déjà des enchantements qui soient du coup sur les terrains que vous contrôlez. Comme ça, au moins, ça permet de rembourser Estrid, ou alors de diminuer un petit peu le coût total qu'elle vous a coûté. Après, à voir également si avec ce +2, il n'y a pas moyen de faire un peu plus de combotage, donc d'avoir des cartes, des créatures par exemple, qui ont besoin de s'engager, de se dégager, etc. Donc ça peut vraiment être intéressant de construire autour de cette capacité-là. Mais c'est pas la seule.
Et oui, car on a un -1, créer un jeton d'enchantement aura, donc qui a enchanté permanent, donc n'importe quel permanent, justement, lui se met aussi sur les terrains, les autres enchantements, si jamais vous voulez le mettre, sur les artefacts, etc. Enfin, n'importe quel permanent. Et en plus, l'armure totémique. Alors, une petite précision sur l'armure totémique, je vais vous lire le texte exact. Si une aura avec l'armure totémique est attachée à un permanent qui devait être détruit, à la place, retirez-lui toutes ses blessures et détruisez cette aura. Donc en gros, l'armure totémique, c'est une aura qui va protéger le permanent auquel elle est attachée. Donc je précise, c'est bien détruit, c'est-à-dire que si jamais une créature gagne -X et que du coup ça lui fait passer son endurance à 0 ou moins, malheureusement ce ne sont pas des blessures, donc du coup elle meurt. Pareil si jamais elle est exilée, si elle est renvoyée dans votre main, etc., si elle est ciblée par un sort qui fait autre chose que de la détruire ou de lui infliger des blessures. Mais bon, c'est toujours utile parce que du coup, le -1 fonctionne avec le +2. Ça permet d'avoir justement des auras sur certains permanents auxquels vous n'auriez pas forcément accès parce que vous n'avez pas forcément le bon enchantement au bon moment pour l'utiliser. Alors comme on a un Planeswalker qui fonctionne avec un +2, le -7 paraît tout de suite plus accessible en fait que pour Saeli par exemple. Mettez les 7 cartes dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière, ça on s'en fiche parce que l'intérêt complet c'est de pouvoir envoyer tous les enchantements non-aura, puis ensuite les auras sur le champ de bataille, parce que là, c'est même si vous avez été, imaginons que tous vos enchantements ont été détruits, l'avantage c'est que Estrid, du coup, si elle arrive suffisamment à ramer pour arriver à son -7, on va dire, à ce moment-là, en fait, vous récupérez tout. C'est que vous avez vraiment un système de récursion assez intéressant. Donc, bilan d'Estrid, tant qu'il y a des enchantements, elle est contente, plutôt des auras, du coup, que des enchantements globaux. Donc vraiment quelque chose qui peut être intéressant à voir, donc les auras, est-ce que ça peut bien fonctionner? Est-ce qu'il y a éventuellement moyen de protéger ses propres auras, de manière à ce que Estrid en profite un maximum? Et puis de toute façon, Estrid a elle-même une solution, c'est que si jamais vos enchantements sont détruits, elle a son -7 pour venir récupérer un petit peu tout ce bordel. Mais passons au deuxième commandant du deck, Tuvasa, ou Tuvasa, ou Tuvasa, je vais dire, Baigné de soleil, qui coûte un mana vert, un mana blanc et un mana bleu. C'est une créature légendaire ondin et chaman qui est une 1-1. Mais, Tuvasa, Baigné de soleil, gagne +1/+1 pour chaque enchantement que vous contrôlez. A chaque fois que vous lancez votre premier sort d'enchantement à chaque tour, piochez une carte. Alors, une 1-1 pour 3, c'est sûr que ça n'est pas terrible, mais étant donné qu'on part sur les enchantements, là, le fait qu'elle se booste automatiquement avec le nombre d'enchantements que vous contrôlez, c'est déjà très intéressant, ça peut en faire une grosse créature. Mais du coup, c'est assez étrange, c'est-à-dire qu'on a une créature qui peut être assez imposante, avec le nombre d'enchantements que vous contrôlez, mais en plus qui vous fait piocher. Cette mécanique de faire piocher quand vous jouez un sort d'enchantement, en fait c'est celle des enchantresses qu'on avait eu dans Magic depuis un bon moment. Il y en a pas mal, il y en a un petit lot justement qui serait éventuellement intéressant peut-être de rajouter dans ce deck si besoin. Mais là, c'est seulement le premier sort d'enchantement que vous jouez à chaque tour. Alors ça veut dire que si vous en jouez également durant le tour des adversaires, ça fonctionne également. Donc ça peut être aussi intéressant, éventuellement, si vous avez des enchantements avec le flash, de s'y intéresser aussi. Après, je trouve que pour le moment, c'est en fait une enchantresse plutôt classique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de capacité supplémentaire, il n'y a rien qui est transcendant. Je la trouve assez banale, finalement, mais bon, qui sait, vous trouverez peut-être quelque chose pour la rendre encore plus menaçante que ce qu'elle est actuellement. Et en troisième commandant, on a Kestia la cultivatrice, qui est, alors je vous annonce tout de suite, elle a une capacité que j'aime beaucoup, que j'apprécie de voir retourner. Elle coûte un mana générique, un mana vert, un mana blanc, un mana bleu. Elle est une 4/4, une créature enchantement légendaire, nymphe. Elle a en fait un coup de grâce de 3 génériques, un vert, un blanc, un bleu. Et en fait, vous pouvez lancer Kestia en tant que sort d'enchantement, en fait, qui enchante une créature. Pour son coup de grâce, donc ça coûtera 6 à la place de coûter 4. Et si jamais, en tant que aura Kestia, en fait, bah, la créature à laquelle elle est enchantée meurt ou est exilée, enfin qu'elle n'est plus là, et bien du coup elle redevient une créature directement sur le champ de bataille. Donc du coup c'est ça l'intérêt du coup de grâce, c'est que ça donne un boost pour l'une de vos créatures, puis ensuite quand la créature n'est plus là, et ben l'enchantement devient une créature en lui-même, voilà, ou plutôt redevient une créature. Kestia, du coup, a quand même d'autres capacités, vu que c'est également une aura. La créature enchantée gagne +4/+4. A chaque fois qu'une créature enchantée ou qu'une créature enchantement que vous contrôlez attaque, piochez une carte.
Alors là, Kestia fonctionne également autour des auras, puisque elle-même peut devenir une aura. Elle fonctionne également autour des créatures enchantement, qui sont une des mécaniques que j'avais beaucoup appréciées dans le bloc Theros. Alors après, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, parce que malheureusement ça veut dire que du coup, les créatures enchantement sont sensibles à ce qui détruit à la fois les créatures et à la fois les enchantements. Mais c'est également le cas pour les créatures artefacts, donc bon voilà, c'est intéressant également d'avoir ce genre de mécanique. J'aime beaucoup le fait qu'elle fasse piocher finalement assez régulièrement si on calcule, c'est-à-dire que si vous jouez pas mal d'aura ou si vous avez beaucoup de créatures enchantement dans votre deck, c'est à chaque fois qu'elles s'attaquent. Donc contrairement à d'autres créatures qui vont demander à ce que vous infligez des dégâts à un adversaire, là on est vraiment sur juste la phase d'attaque. Donc ça va vraiment être intéressant, c'est un moteur de pioche assez puissant, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner quand on construira un deck autour de ce commandant-là. Bon, du coup, on a fait le topo des 3 commandants. Maintenant, on va passer directement aux cartes du deck, en commençant évidemment par les créatures. Toutes les cartes sont évidemment triées par coup de mana encore une fois, et je vais commencer par la première carte de créature. Le héros du Panthéon, du coup, est une créature centaure et chaman qui coûte 1 générique et 1 vert, qui est une 2-2. Les sorts d'enchantement que vous lancez coûtent 1 mana générique de moins à lancer. A chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, vous gagnez 1 point de vie. Alors lui ne fait pas piocher, mais réduit le coût et fait gagner des points de vie. Très intéressant de manière générale dans un deck enchantement, puisque réduire le coût d'un enchantement, c'est déjà quelque chose qui se fait pas finalement aussi souvent que ça dans Magic. Et en plus derrière, un petit bonus, gagner des points de vie, ça temporise un petit peu justement, puisque les enchantements, il faut quand même le temps de les mettre en place. Donc une bonne créature qui est tout à fait à sa place dans un deck enchantement. Ensuite, une nouvelle créature de cette édition, la boue vorace, qui coûte 2 mana génériques et 1 mana vert pour une créature limon 1-1. La boue vorace ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir, à la place, exilez-la et mettez un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la force de cette créature, sur la boue vorace. Alors, du coup, je ne vois pas dans l'immédiat, il n'y a pas de synergies qui sont visibles avec les enchantements. Sauf que l'intérêt, en fait, à mon avis, au niveau de cette carte, c'est qu'elle soit justement enchantée par une aura, de manière à ce qu'elle soit plus forte que juste une 1-1. Donc si par exemple elle pouvait être 5-5, l'avantage c'est que du coup, elle ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2, donc étant donné qu'elle a déjà une grosse force, ça peut être intéressant. Et en plus derrière, le but en fait, ça va être de tuer un maximum de créatures pour les exiler et mettre des marqueurs +1/+1. Honnêtement, cette créature-là, je la verrais peut-être même... plutôt que dans un deck enchantement, en fait, je la verrais même dans un deck plutôt anti-bête, de manière générale. Peut-être un deck noir-vert, qui fonctionnerait sur du sacrifice, etc., pour avoir des effets, tuer des bêtes adverses, etc. Mais vraiment plus sur un deck qui va essayer de tuer un maximum de bêtes que d'enchanter la créature en question. Parce que je pense que la boue vorace peut être bien plus efficace dans ce système-là. Donc au niveau des 3 commandants, je pense que Estrid et Kestia sont peut-être celles qui vont être le plus intéressées pour avoir cette créature-là. Étant donné que tout va ça, du coup ça n'est pas un enchantement, elle ne synergise pas avec les enchantements, donc du coup la boue vorace n'a pas sa place avec ce commandant-là. Alors pour ceux qui ont écouté le 2e épisode de la série, eh bien vous avez peut-être reconnu ici le Dracon Loyal, une créature qui a été créée dans cette édition, qui coûte 2 mana génériques, 1 mana bleu, qui est une 2/2 vol, créature Dracon, et qui a la capacité lieutenant, au début de votre combat pendant votre tour, si vous contrôlez votre commandant, piochez une carte. Donc toujours un élément assez important, je l'avais déjà dit auparavant dans le deck de Saeli, mais ici, moi je trouve toujours ça intéressant d'avoir un moteur de pioche qui peut être récurrent si le commandant est contrôlé. Donc voilà, toujours une bonne option, moi je l'aime bien, il a l'air fort sympathique, et puis avoir de la pioche dans un deck commandeur, on est toujours content. Alors je vous parlais des enchantresses tout à l'heure, et ça tombe bien, en voilà une, l'enchantresse de la Yavimaya, donc qui est une 2/2 créature humain et druide pour 2 mana génériques et 1 mana vert, et qui gagne +1/+1 pour chaque enchantement sur le champ de bataille, donc c'est-à-dire également sous le contrôle de vos adversaires, si jamais ils ont des enchantements, donc c'est assez intéressant. Ça reste une créature un petit peu, je veux dire, lambda, c'est-à-dire que elle se booste pour le nombre d'enchantements, ça peut être une grosse bête, après éventuellement mettre une petite aura pour lui donner le vol, le piétinement, un moyen d'évasion, ça serait peut-être pas mal si vous avez beaucoup d'enchantements sur le champ de bataille, mais en tout cas elle synergise globalement avec la thématique enchantement, peu importe le commandant avec lequel elle va se retrouver. Ensuite une créature qui porte bien son nom, le Nyarlid Dora, qui coûte 2 mana génériques et 1 mana vert, qui est une 2/2, une créature bête, et les créatures dont la force est inférieure à celle du Nyarlid Dora ne peuvent pas le bloquer.
Le Nyarlith d'Aura gagne +1/+1 pour chaque aura sur le champ de bataille. Encore une fois, pas seulement sur votre contrôle, mais sur le contrôle de tout le monde. Donc encore une fois, une créature qui se booste, mais en plus avec un petit bonus, contrairement à l'Enchantress, c'est que voilà, elle peut pas être bloquée par des créatures qui ont une force inférieure. Donc du coup, se faire bloquer par un petit mécanoptère qui traînait par là, vous oubliez. Voilà, c'est là, le Nyarlith d'Aura, lui, il est content, parce que justement, il aime bien se battre avec des plus grosses bêtes que lui. Bon, espérons que ça n'arrive pas trop souvent pour qu'il puisse survivre, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Je pense que c'est une créature qui a tout à fait sa place. Après avoir, il y a peut-être d'autres créatures dans le jeu qui permettraient, allez, d'avoir peut-être une des meilleures capacités, d'être un peu plus à leur place dans ce deck-là, à la place de lui. Mais bon, globalement, il fonctionne avec tous les commandants proposés, puisque lui synergise avec les auras de manière générale, peut-être un peu plus avec Estrid et Kestia du coup, plutôt que Tuvasa qui fonctionne avec tous les enchantements. On passe ensuite à un classique du commandeur, le Sage du Reboisement, qui coûte 2 mana génériques et 1 mana vert. C'est une créature elfe et chaman, qui est 2/1, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. Alors là, on va pas du tout parler de la mécanique avec les enchantements, à moins que vous ayez envie de détruire vos propres enchantements, ce qui est pas vraiment utile. Le Sage du Reboisement, en fait, étant donné que c'est un anti-artefact et enchantement, il est très joué dans... Enfin, il est quasiment joué dans tous les decks verts, en fait, puisque c'est une créature qui fait justement l'effet qu'un sort pourrait faire à côté, donc un sort non-créature, un éphémère ou un rituel. Donc c'est assez intéressant, justement, toujours d'avoir cette carte-là. Je vous conseille de la garder, pas forcément pour ce deck, enfin, ou du moins pour les decks enchantement, mais de la garder de manière générale pour votre collection, car si jamais vous voulez construire un deck commandeur où il y a du vert, un Sage du Reboisement, c'est toujours le bienvenu. Ensuite, on a une nouvelle créature, une créature légendaire celle-ci, Daxos de Meletis, donc une créature légendaire humain et soldat qui coûte 1 mana générique, 1 mana blanc, 1 mana bleu, donc il ne peut pas être le commandant de ce deck non plus. C'est une 2/2, et texte intéressant, il ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure ou égale à 3. Donc lui, il n'aime pas les grosses bêtes. Et à chaque fois que Daxos de Meletis inflige des blessures de combat à un joueur, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur, vous gagnez autant de points de vie que le coût converti de mana de cette carte. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer cette carte, et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Alors là, Daxos, c'est typiquement le genre de carte autour duquel j'aurais bien voulu créer un deck, mais c'est un deck qui aurait été assez, on va dire, pas chiant, mais plutôt justement pas très consistant. C'est-à-dire que Daxos, à mon avis, il aimerait bien qu'on l'enchante. Il aimerait bien les auras, parce que c'est qu'une 2/2, et étant donné qu'il peut pas être bloqué par les créatures de 3 de force ou plus, l'avantage c'est que lui, du coup, il veut se battre contre les petites créatures, parce qu'il sait très bien qu'il a des chances de gagner s'il a une aura en plus sur lui. Le fait en plus derrière de pouvoir lancer les sorts, les sorts qui adversent depuis le dessus de leur bibliothèque, c'est quand même assez intéressant. Moi je le trouve assez fun, c'est-à-dire que vous jouez plus avec le deck de votre adversaire qu'avec le vôtre. Honnêtement, au niveau des commandants qui sont proposés dans ce deck, je pense qu'il peut aller dans n'importe quel deck, plus ou moins, plutôt sur Estrid et Kestia qui sont vraiment sur les enchantements d'aura. Mais du coup, lui, ce qu'il attend, c'est qu'on lui donne des auras, qu'on le booste un petit peu, et que vous puissiez avoir gagner un petit peu de value, en fait, de tout ça, que vous ayez du bonus de sa capacité. Donc voilà, je pense que c'est une créature assez intéressante, et qui peut rester comme ça dans votre deck, ou alors qui mérite peut-être son propre deck, si jamais vous avez envie de le faire. Une nouvelle créature enchantement, celle-ci, le Satyre de Faveur, qui s'attire les faveurs de notre tour de commandement, j'imagine, et qui coûte un mana générique qui est 2 mana vert, donc c'est une créature enchantement satyre, évidemment, qui est une 4/2, qui a le flash, et qui a un coup de grâce de 3 mana génériques plus 2 verts. La créature enchantée gagne plus 4, plus 2, c'est la principale caractéristique des créatures qui ont la grâce. En fait, elles donnent un bonus équivalent à leur force et leur endurance. Donc du coup, là, c'est une créature qui donne un boost, du coup, qui peut donner en fait plus 4, plus 2 en enchantement en flash, ce qui est assez peu commun, finalement, d'avoir un enchantement d'aura flash. Mais c'est assez intéressant, un petit boost comme ça, puis après, vous pouvez du coup avoir une 4/2 sur le champ de bataille. C'est pas fou, mais ça coûte pas non plus super cher finalement à lancer, donc je pense que ça peut trouver sa place dans le deck en attendant éventuellement qu'une autre aura ou qu'une autre créature enchantement vous tape dans l'œil. Donc voilà, moi je pense que ça vaut quelque chose, après à voir dans le deck si vous voulez pas le modifier avec quelque chose peut-être de plus intéressant. Alors la Selkie aux yeux glacés qui coûte 1 mana générique, ensuite 2 mana hybride vert ou bleu, qui est une 1/1, c'est une créature ondin et gredin qui a la traversée des îles. Traverser les îles, donc si jamais le joueur défenseur contrôle une île, en fait, elle ne peut pas être bloquée.
Et à chaque fois que celle qui, aux yeux glacés, inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher autant de cartes. Vous pouvez piocher autant de cartes que de blessures de combat qu'elle a infligées. Là, du coup, c'est tout l'intérêt en fait de cette créature dans un deck enchantement et notamment dans un deck aura surtout. Le but, ça va être de la booster un maximum, éventuellement de faire en sorte que l'un des terrains qu'un adversaire contrôle devienne une île, ce qui peut aussi être fait via certains enchantements dans le jeu. Donc pourquoi pas. Mais alors, c'est vraiment quelque chose qui peut être un bon moteur de pioche. Il va vraiment falloir peut-être maximiser un petit peu les sorts d'aura justement et essayer de faire en sorte, comme je vous l'ai dit, d'être sûr qu'elle ne puisse pas être bloquée, donc peut-être pas forcément uniquement avec la traversée des îles, mais peut-être avec un enchantement comme la forme aqueuse qui empêche la créature enchantée d'être bloquée. Donc pourquoi pas. Il y a vraiment moyen de faire en sorte de construire autour de cette carte de manière à ce qu'elle soit un maximum efficace. Une nouvelle créature avec le lieutenant, c'est la licorne loyale qui coûte 3 mana génériques et 1 blanc. C'est une créature licorne, et oui, et oui. Elle est 3-4, elle a la vigilance et donc la capacité lieutenant. Au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez votre commandant, prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées aux créatures que vous contrôlez ce tour-ci. Les autres créatures que vous contrôlez acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc c'est-à-dire qu'elle donne la vigilance à tout le monde, bon, sauf elle parce qu'elle l'a déjà, mais en plus de l'autre côté, elle prévient toutes les blessures de combat, donc c'est-à-dire que vous passez quand même une phase de combat plutôt tranquille, puisque vous êtes sûr de pouvoir de ne pas voir vos créatures mourir, vous pouvez attaquer en toute liberté. Honnêtement, je l'aime beaucoup cette licorne parce que je la trouve complètement dégénérée. Non, pas complètement dégénérée, mais le fait de pouvoir prévenir les blessures de combat, c'est quelque chose qui se fait pas régulièrement, surtout quand ça peut être une capacité récurrente qui revient à chacune de vos étapes de combat. Uniquement les vôtres certainement, mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors préparez-vous pour la prochaine carte, c'est une nouvelle carte de l'édition elle aussi. Attention, hein, respirez un grand coup, c'est Arix Metes, l'île assoupie, qui coûte 2 mana génériques, 1 mana vert, 1 mana bleu. C'est une créature légendaire Kraken, malheureusement il ne peut pas être commandant du deck, hein, puisqu'il n'est que de bleu et vert. C'est une 12-12, vous avez bien entendu. Arix Metes, l'île assoupie, arrive sur le champ de bataille engagé, avec 5 marqueurs sommeil sur lui. Tant qu'Arix Metes a un marqueur sommeil sur lui, c'est un terrain, ce n'est pas une créature. A chaque fois que vous lancez un sort, vous pouvez retirer un marqueur sommeil de Arix Metes. Et il a une capacité supplémentaire qui, en fait, inclut qu'il est un terrain. Il s'engage pour faire un mana vert et un mana bleu. Alors là, j'espère que vous avez un peu tout compris. Le but du coup, c'est qu'ici on a quand même une créature légendaire 12-12 pour 4, qui en fait arrive en tant que terrain. Alors c'est toujours un sort de créature au moment où il est lancé, hein, je tiens à le préciser, histoire de parler un petit peu de règles. Mais quand il va être sur le champ de bataille, quand il va être arrivé, qu'il aura eu ses marqueurs, boum, ça sera du coup un terrain seulement. Donc le but ici, ça va être de maximiser en fait le nombre de sorts que vous allez jouer de manière justement à pouvoir le réveiller le plus vite possible, parce que bon, une 12-12 quand même, ça se refuse pas pour si peu. Mais par contre, au niveau de la thématique avec les enchantements, je vous avoue que là je suis un petit peu perdu. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment de synergie avec les enchantements. C'est vraiment une créature légendaire qui peut plutôt constituer un autre commandant pour un nouveau deck. Alors après, à voir au niveau des mécaniques qu'on peut mettre dedans, est-ce qu'on met des sorts qui coûtent pas cher, des sorts qui coûtent 0 éventuellement, puisqu'il y en a quand même dans le jeu qui existe. Donc je ne sais pas, là je suis un petit peu perdu sur le côté synergie avec les enchantements, parce que je trouve qu'il n'y en a pas. Éventuellement vous pouvez lui donner une sorte d'évasion en lui donnant le piétinement, la traversée des îles si vous voulez, le vol, pourquoi pas. Mais du coup on est vraiment sur une carte qui est là et qui est un peu bizarre, mais peut-être qu'il mérite plutôt d'être utilisé comme commandant lui-même d'un deck à part entière. Un autre grand classique des decks enchantements, c'est l'Eidolon des fleurs, qui coûte 2 mana génériques et 2 mana verts. C'est une créature enchantement esprit, 2-2, qui a la constellation, une très bonne capacité dans les decks enchantements. Chaque fois que l'Eidolon des fleurs ou un autre enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, piochez une carte. Donc là encore une fois, du coup lui, contrairement aux enchantresses qui vont faire piocher quand un enchantement arrive sur le champ de bataille, et qui existe, hein, vous inquiétez pas, là celui-là vous permet en plus de piocher quand lui-même arrive sur le champ de bataille. C'est vraiment intéressant du coup, c'est encore un moteur de pioche, là en vert en plus, donc c'est vraiment un moteur de pioche supplémentaire avec les différents commandants qui nous sont proposés, les mécaniques. Je trouve que pour le moment, là le deck a l'air plutôt solide au niveau de la pioche justement, on a l'impression qu'il peut quand même tenir le coup sur la durée de manière assez impressionnante.
Donc encore une fois, une très bonne carte. Dès que vous jouez dans des enchantements, je pense que les Donnons des Fleurs doit être dans votre deck, à partir du moment où c'est la thématique principale, évidemment, de votre deck Commander. Un autre classique des decks enchantements, et là c'est une créature blanche, celle-ci, c'est les Élus d'Adjani, qui est une créature chat et soldat qui coûte 2 mana génériques et 2 mana blanc, qui est une 3-3. A chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature 2-2 blanche chat. Si cet enchantement est une aura, vous pouvez l'attacher au jeton. Alors, là, du coup, les commandants qui fonctionnent avec les auras, Estrid et Kestia, sont encore plus contentes, parce que du coup, elles peuvent s'attacher directement à l'aura en question, au jeton en question qui pop. Mais l'avantage, c'est que du coup, vous jouez des enchantements, et vous pouvez, du coup, faire pas mal de jetons derrière, remplir votre board grâce à cette créature-là. Ça risque d'être aussi une des cibles prioritaires pour vos adversaires, mais bon, honnêtement, moi je trouve que c'est une très bonne carte, elle est tout à fait à sa place dans tous les decks qui jouent les enchantements et qui jouent du blanc. Donc, franchement, un très bon choix de la part de l'équipe de développement pour la mettre dans ce deck. Petite anecdote également, elle était présente dans le deck dont je vous ai parlé, le deck blanc-noir de Commander 2015. Mais là, je pense qu'elle est un petit peu mieux placée. Bref. Ensuite, une nouvelle créature avec le lieutenant, le Vigile Loyal, qui coûte 4 mana générique plus 1 mana vert, qui est une créature rhinocéros 4-4, avec le piétinement, allez. Et en plus, il a la capacité de lieutenant, au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez votre commandant, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Alors lui, il ne synergise pas avec, du coup, la thématique enchantement, ce qui est un peu dommage, mais l'avantage, c'est qu'à mon avis, vous pouvez le jouer plutôt dans un deck qui joue beaucoup de créatures, peut-être même un deck jetons blanc-vert. C'est quand même un des archétypes récurrents du commandeur, donc du coup, vous pouvez vraiment le jouer dedans, étant donné que on peut avoir, du coup, un marqueur supplémentaire sur chaque créature que vous contrôlez. Si vous jouez beaucoup de créatures, ça sera fort utile. Donc au niveau des commandants avec lesquels ça synergise, du coup il n'y en a pas vraiment ici, mais bon, c'est toujours une créature utilitaire qui peut du coup booster vos créatures si vous en avez beaucoup sur le board. Une autre créature avec la grâce, l'Archonte Céleste, qui coûte 3 mana génériques et 2 mana blancs, c'est une créature enchantement Archonte, et qui est une 4-4. Il a un coût de grâce de 5 mana génériques et 2 blancs, il a le vol, l'initiative, et la créature enchantée gagne +4/+4, et a le vol et l'initiative. Encore une fois, les créatures avec la grâce, je les trouve très intéressantes de manière générale, étant donné qu'elles sont supérieures à des auras basiques, puisqu'elles se retransforment en créatures après que la créature enchantée ait été détruite. Et là, il donne le +4/+4, le vol, l'initiative, c'est de l'évasion et en plus un avantage en combat. Donc honnêtement, je pense que c'est un très très bon choix au niveau des créatures enchantement présentes dans le deck. Au niveau des différents commandants, je pense que quasiment tous vont être contents de l'avoir. Tuvasa sera également contente étant donné que ça lui donne de l'évasion. Donc vraiment un très bon choix pour tous ces decks là. Donc vraiment gardez-le précieusement. C'est un très bon choix de créature enchantement. Encore une créature enchantement, la Naïade des eaux vives, ou plutôt les Naïades des eaux vives, qui coûte 3 mana génériques et 2 bleus. C'est une créature enchantement nymphe qui est une 4-4, qui a la constellation. À chaque fois que les Naïades des eaux vives ou un autre enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, la créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Alors là, c'est intéressant, oui. Je suis un petit peu moins fan de cette carte que, évidemment, de l'Eidolon des Fleurs qui fait piocher, parce que ça empêche de bloquer seulement une seule créature, c'est pas non plus exceptionnel, mais au moins, si vous jouez beaucoup d'enchantements, ça peut vraiment être assez efficace. A voir si vous la gardez, si ça se révèle vraiment utile dans votre deck. Après, à voir si vous pouvez le changer éventuellement avec quelque chose de peut-être un peu plus efficace, qui coûtera peut-être un petit peu moins cher aussi. 5 mana, c'est quand même dur à encaisser. Donc bon, je trouve qu'elle se marie plutôt assez bien avec Tuvasa notamment. Kestia sera également contente, Estrid peut-être, voilà. Mais je pense qu'il faudra voir un petit peu ce que ça donne. Alors une réédition de carte assez peu connue, le Sion de Boisailleul, qui est en fait une carte de Planechase, qui est donc du coup une édition qui n'est pas forcément très connue par tous, qui coûte 3 mana génériques, 1 mana vert et 1 mana blanc. C'est une créature élémentale 4-4 qui a le piétinement et le lien de vie, déjà pas mal de statistiques intéressantes, et des capacités plus qu'intéressantes. Les sorts que vous lancez qui ciblent le Sion de Boisailleul coûtent 2 de moins à lancer. Les sorts que vos adversaires lancent qui ciblent le Sion de Boisailleul coûtent 2 de plus à lancer.
Alors là, tout l'intérêt, en fait, c'est de lui attacher des auras pour beaucoup moins cher que le prix de base. 2 mana en moins sur le coup des auras qui vont l'enchanter, c'est énorme. Sachant en plus qu'il possède déjà 2 capacités très intéressantes. Le piétinement, donc une capacité d'évasion qui va permettre d'infliger des blessures malgré tout. Surtout si vous arrivez à le booster suffisamment avec vos auras. Et le lien de vie derrière pour vraiment, en plus, empocher le pactole avec un maximum de points de vie par attaque. Donc là, vraiment une très bonne carte, et en plus il se protège avec cette fameuse capacité, cette deuxième capacité qui permet d'augmenter le coût des sorts qui le ciblent venant des adversaires. Vraiment, très bonne carte, honnêtement elle a tout à fait sa place dans ce deck. Dès qu'il y a un minimum d'aura, c'est tout à fait jouable. Donc pour les 3 commandants, je pense que c'est validé. Alors encore une fois, une nouvelle carte de l'édition Commander 2018, la maîtresse d'épée céleste qui coûte 5 mana génériques et 1 mana blanc. C'est une créature ange avec le vol, la double initiative qui est 3-6, et quand la maîtresse d'épée céleste arrive sur le champ de bataille, vous pouvez lui attacher n'importe quel nombre d'auras et d'équipements que vous contrôlez. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 pour chaque aura et chaque équipement attaché à la maîtresse d'épée céleste. Alors déjà un avantage particulier, c'est qu'elle ne dit pas uniquement les enchantements, elle dit également les équipements. Donc du coup, si jamais vous jouez cette carte dans un deck équipement, là c'est tout à fait jouable, ça peut même être très intéressant. Bon, là on est là pour parler des enchantements. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle vaut cette carte? Moi je la trouve fort intéressante parce que déjà, vol double initiative, c'est encore une fois du coup 2 capacités très intéressantes. La première qui donne de l'évasion et la deuxième qui donne un avantage en combat assez énorme. Et en plus, si vous lui équipez tous les enchantements aura qui sont présents sur le champ de bataille au moment où elle arrive, ça peut vraiment faire extrêmement mal. J'imagine même pas la 3-6 qu'elle pourrait devenir, ne serait-ce qu'avec un +4/+4, donc du coup une 7-10. Double initiative vol, ça semble assez fort, sachant en plus que derrière elle va booster toutes les autres créatures, donc c'est pas non plus allez je ramène tous les enchantements, toutes les auras et tous les équipements vers moi, c'est en plus je donne du coup un bonus à tous les autres, c'est un petit dédommagement pour leur avoir piqué éventuellement leurs auras, donc vraiment très intéressante. Du coup qui fonctionne à peu près avec tous les commandants, peut-être pas avec Tuvasa qui elle va préférer les avoir pour elle, peut-être les enchantements d'aura. Mais bon, c'est assez intéressant et ça permet justement éventuellement de tuer en vol aussi, avec pas mal de capacités d'évasion et surtout une double initiative qui fait le café. Alors une créature enchantement très intéressante, l'archétype de l'imagination qui est une créature enchantement humain et sorcier qui coûte 4 mana génériques et 2 bleus, c'est une 3-2. C'est un cycle de créatures qui ont existé dans le bloc Theros. Les créatures que vous contrôlez ont le vol, et les créatures que vos adversaires contrôlent perdent le vol et ne peuvent pas avoir ou acquérir le vol. Donc là, c'est littéralement, vous donnez une capacité d'évasion et vous l'enlevez à tous vos adversaires. Donc donner cette capacité-là, le vol, à toutes vos créatures, c'est quand même assez énorme. Évidemment, il y a déjà des cartes dans le jeu qui permettent de le faire, des enchantements, lévitation si je ne me trompe pas, de mémoire, hein. Donc lévitation, il me semble elle donne le vol à toutes les créatures que vous contrôlez. Mais là en plus ça fait perdre le vol aux adversaires, c'est la caractéristique principale de ce cycle qui était justement basé sur les archétypes avec je donne une capacité et toutes les créatures de mes adversaires ne peuvent plus l'avoir et la perdre en même temps. Donc vraiment très intéressant. Je pense que de manière générale, même si ça n'est pas une aura, tous les decks auront envie de l'avoir, tous les commandants, parce que ça reste quand même un enchantement qui est très puissant, qui peut éventuellement taper aussi, hein, c'est quand même sympa. Donc voilà, je pense que ça vaut son pesant de cacahuètes. Ah, une réédition que j'apprécie énormément parce que je ne possède pas cette carte, oui, je vous parle de ma vie et de ma collection. C'est l'hydre omnivore, donc une créature hydre. C'est étonnant, n'est-ce pas? Elle coûte 4 mana génériques et 2 mana verts, c'est une 8-8, et à chaque fois que l'hydre omnivore inflige des blessures de combat à un adversaire, elle inflige autant de blessures à chaque autre adversaire. Alors là, honnêtement, peu importe que ça soit un deck aura, l'hydre omnivore peut être joué dans pas mal de decks autres que des decks enchantement, mais l'avantage c'est que l'hydre, si vous la boostez avec une aura, elle sera fort contente de balancer autant dans la patate de tous les adversaires. Un +4/+4, voilà, avec Kestia par exemple. Ça semble justement très sympathique, vu que taper à 12, c'est plutôt bien. Imaginons qu'on lui a donné l'initiative ou la double initiative même, ça peut être encore mieux, le piétinement, voilà. Enfin, toutes les capacités d'évasion, elle sera bien contente de pouvoir les avoir. Donc l'hydre omnivore, c'est un petit peu un kill sur patte avec vos différentes auras et les boosts que peuvent donner justement vos commandants.
Un classique aussi du deck enchantement en tant que commandant, malheureusement qui ne peut pas être le commandant de ce deck, c'est Bruna, Lumière d'Albâtre, qui coûte 3 manas génériques, 2 manas blancs, 1 mana bleu, qui est une créature légendaire ange 5/5 qui a le vol et la vigilance. Et à chaque fois qu'elle attaque ou qu'elle bloque, vous pouvez lui attacher n'importe quel nombre d'auras sur le champ de bataille, et vous pouvez mettre sur le champ de bataille, attaché à elle, n'importe quel nombre de cartes d'aura qui pourraient l'enchanter depuis votre cimetière et ou votre main. Donc si vous avez compris, Bruna en fait c'est une créature qui va monopoliser absolument toutes les auras disponibles, non seulement sur le champ de bataille, mais également dans votre main et dans votre cimetière. C'est-à-dire que là, c'est très intéressant d'avoir Bruna dans votre deck, puisque ça permet de faire une sorte de récursion au niveau de vos auras, même si elles vont atterrir sur elles, mais ça n'empêche que du coup elles peuvent revenir sur le champ de bataille. Donc très intéressant, une créature que j'aime beaucoup, et que j'ai hâte de voir du coup dans les commandeurs là, qui sont proposés, puisque Estrid, à mon avis, appréciera fortement d'avoir des enchantements supplémentaires, Tuvasa également, et Kestia du coup pourra éventuellement enchanter également Bruna. Donc du boost, de la vigilance, du vol, le fait qu'elle va chercher les enchantements un petit peu partout, c'est vraiment très intéressant. Une nouvelle carte de cette édition, le Colosse de Nilea, qui coûte 6 manas génériques et 1 mana vert, c'est une créature enchantement géant, 6/6, qui a la constellation, à chaque fois que le Colosse de Nilea ou un autre enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, doublez la force et l'endurance de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Alors là, c'est vraiment un petit peu de l'overkill, enfin, pas vraiment de l'overkill, mais c'est surtout que ça permet vraiment d'être utilitaire, c'est-à-dire que vos enchantements, même si ce sont des enchantements globaux qui ne sont pas des auras, permettent de doubler la force et l'endurance d'une créature. Donc du coup, ça rend plus fort, au moins jusqu'à la fin du tour, une certaine créature. Éventuellement une créature qui a de l'évasion, pourquoi pas la maîtresse d'épée, dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment une carte de fin de partie, hein. Évidemment elle coûte 7 mana au total. Mais je pense que peu importe si vous jouez uniquement les auras ou alors des enchantements qui sont globales, je pense que dans tous les cas ce sera intéressant de la mettre, éventuellement avec quelques créatures qui ont de l'évasion, comme celles qui sont déjà présentes dans le deck, heureusement. La dernière créature de ce deck, c'est la Sentinelle Silencieuse, qui coûte 5 mana génériques et 2 mana blancs. C'est une créature archonte, 4/6, avec le vol. Et à chaque fois qu'elle attaque, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille une carte d'enchantement ciblée depuis votre cimetière, peu importe qu'elle soit un aura ou un enchantement simple. Donc là, c'est également de la récursion à enchantement. C'est ce qui nous intéresse, puisque c'est généralement un des points faibles, on va dire, du deck enchantement, surtout pour le moment les cartes qu'on a pu voir. Donc là, le fait de pouvoir faire revenir les enchantements, peu importe le commandant, on sera toujours content. C'est un mécanisme très général et qui fonctionnera avec n'importe quel deck enchantement. Donc très bonne carte, intéressante, qui peut en plus donner des patates, étant donné qu'elle a le vol et que c'est une 4/6, mine de rien. Donc voilà, très intéressant. On a un seul artefact pour ce deck, devinez lequel? Oui, vous avez deviné, c'est l'anneau solaire, donc qui pour 1 mana vous rajoute 2 mana ensuite en s'engageant. Donc voilà, rien à dire, hein, c'est un artefact très classique du commandeur. Et on va passer ensuite à la phase des enchantements, où là vous vous doutez, on a quand même une petite liste. Alors, première carte, c'est une réédition du premier commandeur, qui est le collet spirituel, qui coûte 1 mana blanc. Vous le sacrifiez pour 1 mana blanc, et vous exilez la créature ciblée qui vous attaque, ou qui attaque un arpenteur que vous contrôlez. Globalement, c'est à peu près comme, par exemple, Chemin vers l'exil, ou alors Swords to Plowshare, dont j'ai oublié le nom actuellement en français, désolé. Donc du coup qui permettent d'exiler des créatures. Alors certes c'est une créature attaquante uniquement, mais c'est une créature qui peut également attaquer un arpenteur que vous contrôlez. Ça c'est quand même une petite distinction sympathique. Bon, c'est un enchantement plutôt basique, peu cher, donc on va quand même s'en contenter. C'est toujours un sort intéressant à avoir, en plus ça dissuade vos adversaires de vous attaquer ou d'attaquer un de vos Planeswalkers. Un enchantement très classique de Magic et très intéressant, c'est la végétation luxuriante. Donc un enchantement aura pour 1 vert qui enchante un terrain. Et à chaque fois que le terrain enchanté est engagé pour du mana, son contrôleur ajoute 1 vert supplémentaire. Alors du coup, là on est quand même parti sur un deck qui est de 3 couleurs à la base, blanc, bleu, vert. Le fait d'avoir un vert supplémentaire qui est généré, bon, c'est intéressant, en 3 couleurs c'est très limite, mais bon, c'est toujours une très bonne carte étant donné que c'est un enchantement, enfin c'est une aura pour 1 mana seulement, et qui vous génère 1 mana supplémentaire à chaque fois que vous engagez le terrain en question. Enchantement suivant, l'ombre d'Anguille qui coûte 1 mana générique et 1 mana bleu. C'est une aura aussi qui a le flash et qui peut enchanter une créature. La créature enchantée gagne +1/+1, mais surtout, c'est un enchantement qui a également l'armure totémique. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si jamais la créature devait être détruite, à la place, c'est l'enchantement qui est sacrifié.
Donc une très bonne carte, un enchantement d'aura de base, mais qui protège quand même pas mal. En plus, le fait que ça soit en flash, ça permet justement d'être encore plus réactif au niveau de votre deck. Alors là, du coup, au niveau des 3 decks, c'est très sympathique, surtout que bon, Tuvasa est également content de l'avoir en flash. Donc je pense qu'elle s'intègre bien dans n'importe lequel des 3 decks, même s'il y a peut-être des enchantements qui méritent de rentrer à sa place. Enchantement suivant, le Soctonien, qui coûte un mana générique et un mana vert, c'est un enchantement global. Quand le Soctonien arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Les cartes dans les cimetières ne peuvent pas être la cible de sorts ou de capacités. Alors là, je suis très content qu'elle vous fasse piocher, ça c'est un bon point de départ. Après, la capacité en elle-même, le fait que les cartes dans les cimetières ne peuvent pas être la cible de sorts ou de capacités, sachant que c'est dans tous les cimetières, donc y compris les vôtres. Du coup, ça rentre, c'est un peu anti-synergique avec certaines cartes qu'on a déjà vues, par exemple la Sentinelle Silencieuse dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou alors même avec Estrid qui permet justement de ramener les enchantements depuis le cimetière. Je pense que c'est vraiment une carte qui est très spécifique, qui va dépendre si jamais vous avez dans votre groupe d'amis, dans votre groupe de jeu, en fait, des personnes qui jouent beaucoup sur le cimetière. Si c'est le cas, je pense qu'elle peut rester dans ce deck, sinon je vous conseille fortement de la dégager et d'en prendre une autre peut-être un peu plus efficace. Autre enchantement pour terrain, c'est le terrain fertile qui coûte un mana générique et un mana vert, qui est également une aura. Et à chaque fois que le terrain enchanté est engagé pour du mana, son contrôleur ajoute un mana supplémentaire de la couleur de son choix. En gros, c'est végétation luxuriante, sauf que là vous choisissez le mana que vous voulez. Et c'est juste pour un mana de plus, donc c'est aussi intéressant. Encore une fois, un aura qui peut être très intéressant avec Estrid, qui justement peut dégager les permanents qui sont enchantés, et on a envie de dégager nos terrains, mine de rien. Tuvasa va peut-être moins l'apprécier étant donné qu'elle préfère les auras qui enchantent des créatures, et Kestia également, étant donné que c'est plutôt pour les créatures enchantements, et à la fois les créatures enchantées. Donc là, les terrains, tous les enchantements de terrain vont peut-être plus plaire à Estrid qui permet justement d'engranger plus de mana plus rapidement. Mais ça reste quand même une très bonne carte, même si vous voulez la jouer avec les autres commandants. L'autorité incontestable, une aura de créature qui coûte 2 mana génériques et 1 mana blanc, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte. La créature enchantée a la protection contre les créatures. Alors là, il va falloir que je fasse un petit topo sur la protection contre les créatures, mais avant tout déjà, une bonne chose, c'est une carte qui se remplace, et bien vous la jouez, et vous allez piocher une carte, du coup, très bien, vous jouez une carte, vous piochez une carte, parfait. Sachant que si vous avez les auras qui font justement, les enchantements qui font piocher une carte à chaque fois que vous jouez un enchantement, c'est encore mieux. Mais là, la protection contre les créatures, je vous rappelle, donc elle ne peut pas être, ne peut pas être bloquée par des créatures du coup, et en plus derrière, elle ne peut pas subir de blessures de la part des créatures. Donc c'est vraiment, et ne pas non plus être la cible de capacités qui sont issues de créatures. Donc là c'est vraiment la totale, c'est une bonne protection, c'est surtout quelque chose qui permet en fait à la créature d'attaquer librement. Il y a des créatures dans le deck, ici déjà, qu'on a pu voir, qui seraient fort intéressées pour justement pouvoir attaquer librement sans être bloquées. Notamment par exemple une petite hydre omnivore, par exemple. Globalement ça reste quand même une carte qui est intéressante pour les 3 commandants, autant pour Estrid du coup qui peut vraiment en profiter un maximum, puisqu'elle peut en plus dégager ensuite la créature, et du coup rendre ça comme un bloqueur immortel. Tuvasa sera également contente d'avoir directement l'autorité incontestable sur elle, et Kestia c'est encore mieux, puisque en plus de devoir seulement attaquer, la créature pourra aussi infliger des blessures à un adversaire. On a un nouvel enchantement, l'invocation d'Estrid qui coûte 2 mana génériques et 1 mana bleu. Vous pouvez faire que l'invocation d'Estrid arrive sur le champ de bataille comme une copie d'un enchantement que vous contrôlez. Excepté qu'il a, au début de votre entretien, vous pouvez exiler cet enchantement. Si vous faites ainsi, renvoyez-le sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Alors, je m'explique tout de suite, cette carte est extrêmement intéressante. Parce qu'en fait, il y a déjà un enchantement qui copie des enchantements qui existent. C'est copie d'enchantement, ça date du premier Ravnica, et il coûte le même coup de mana, sauf que il fait juste que copier un enchantement quand il arrive sur le champ de bataille. Là, celui-là, en plus, il a cette petite capacité fort sympathique, et je dirais même assez intéressante de manière générale, qui est le fait de pouvoir en fait renvoyer la carte sur le champ de bataille directement, donc de pouvoir faire ce qu'on appelle la blinker, c'est-à-dire l'exiler puis la renvoyer automatiquement sur le champ de bataille sous votre contrôle évidemment. Et le fait est que du coup quand elle arrive sur le champ de bataille la deuxième fois, après avoir été exilée, elle peut copier un autre enchantement. Donc en fait si jamais vous trouvez qu'il y a un enchantement plus intéressant que vous contrôlez, eh bien vous pouvez du coup la blinker et faire en sorte que ce soit une copie de cet enchantement.
Alors il me semble, j'ai peut-être dit une petite bêtise, c'est que le copie d'enchantement copie n'importe quel enchantement, alors que l'invocation d'Estrid ne copie que les vôtres. Mais étant donné que vous allez dans un deck où il y a beaucoup d'enchantements, je pense que cette petite différence, cette petite distinction n'est pas non plus énorme. Une très bonne carte pour moi qui est valable avec tous les commandants. Estrid sera peut-être un peu moins contente puisque ce n'est pas une aura, Kestia également, mais l'avantage c'est que du coup ça peut également devenir une aura aussi. Un autre enchantement de terrain, c'est la Luxuriance, qui coûte 2 mana génériques et 1 mana vert, et à chaque fois que le terrain enchanté est engagé pour du mana, son contrôleur ajoute 2 mana verts supplémentaires. Alors là, encore une fois, ça fait beaucoup de verts, j'aurais préféré avoir du mana de n'importe quelle couleur, mais bon, on peut pas tout demander non plus. C'est encore une fois un enchantement qui peut vraiment faire plaisir à Estrid pour générer plus de mana, encore plus de mana, toujours plus de mana. Un nouvel enchantement encore une fois, le Mythe Libéré qui coûte 2 mana génériques et 1 mana vert. Votre commandant coûte 1 mana générique de moins à lancer pour chaque fois qu'il a déjà été lancé depuis la zone de commandement pendant cette partie. A chaque fois que votre commandant est mis dans la zone de commandement d'où qu'il vienne, piochez une carte. Et là vous vous rappelez peut-être de la carte du déluge d'écho. Et là on se retrouve avec une mécanique similaire qui fait que, justement, pour le nombre de fois où le commandant a été mis en zone de commandement, vous avez un coût un mana générique en moins à payer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, sur chaque fois que la taxe devait être appliquée, au lieu d'être une taxe qui coûte 2, elle coûte justement 1. Donc très intéressant. En plus, le fait de perdre votre commandant avec cet enchantement, vous fait piocher une carte. Alors, une aura de créature, l'ombre de serpent, qui coûte 2 mana génériques et 1 mana vert. La créature enchantée gagne +1/+1, et elle a, à chaque fois que cette créature inflige des blessures à un adversaire, vous pouvez piocher une carte, et c'est une armure totémique en plus. Encore une fois, un petit +1/+1, sympathique, pas trop énorme, mais si jamais vous arrivez en fait à faire en sorte que votre créature ait une capacité d'évasion et qu'elle puisse du coup infliger des blessures à votre adversaire, ça va être fort utile de pouvoir piocher des cartes à chaque fois qu'elle inflige des blessures. Donc peut-être encore une fois une carte qui est intéressante et que vous pourrez peut-être troquer pour une autre aura si jamais le cœur vous en dit. Également vis-à-vis des 3 commandants, celle-ci elle est quand même très intéressante. Si tout va ça en plus peut se permettre d'avoir ce petit bonus et de faire piocher une carte en plus à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat, c'est vraiment très intéressant. Alors je vous ai parlé des enchantresses, et il y a également un enchantement enchantresse qui s'appelle la présence de l'enchantresse, qui coûte 2 mana génériques et 1 mana vert, et à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, piochez une carte. Donc c'est très bien, écoutez, vous jouez un deck enchantement, qu'est-ce que vous attendez? Cette carte-là va dans votre deck de base, c'est tout. Vous posez pas de questions, vous la mettez dans votre deck, et puis voilà, rien d'autre à dire. Un nouvel enchantement de cette édition Commander 2018, le Seuil de la Providence, qui coûte 2 mana génériques et 1 mana bleu. A chaque fois qu'un adversaire vous attaque ou attaque un Planeswalker que vous contrôlez avec au moins une créature, piochez une carte. Alors là c'est un sort typiquement de dissuasion, c'est un enchantement qui ne va pas forcément être très bénéfique pour les différents commandants, quoique ça permet aussi de protéger un petit peu les attaques sur les Planeswalkers que vous contrôlez. Mais je pense que dans un deck un petit peu plus contrôle, l'avantage c'est que du coup vous piochez les cartes, et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner en fait, en dehors de la thématique enchantement. Je pense que ça peut être un enchantement utilisé un petit peu ailleurs. Mais pourquoi pas le garder, ça protège un petit peu justement votre personne et votre Planeswalker, et vos Planeswalkers plutôt. Donc pourquoi pas le garder dans cette thématique enchantement, c'est toujours agréable d'avoir une petite protection, ou du moins un petit retour sur investissement. Alors là on a 2 enchantements qui vont ensemble, ce sont des enchantements d'aura de créatures, c'est le vœu de la sauvagerie et le vœu de vol. Je vais commencer par le vœu de la sauvagerie qui coûte 2 mana génériques et 1 vert. La créature enchantée gagne +3/+3 à le piétinement, et elle ne peut ni vous attaquer, ni attaquer un arpenteur que vous contrôlez. C'est une réédition du premier commandeur, et du coup c'est assez intéressant, mais écoutez, le deuxième, le vœu de vol, donc pareil, la créature enchantée gagne +2/+2 à le vol, et elle ne peut ni vous attaquer, ni attaquer un arpenteur que vous contrôlez. Elle coûte également 2 mana génériques et 1 mana bleu. Donc, ces 2 enchantements-là, que je regroupe, en fait, je les trouve très intéressants. Alors certes, il y en a un qui donne le vol, alors que l'autre donne seulement le piétinement, mais bon, il y a un +3/+3, +2/+2. L'avantage en fait c'est que vous pouvez également le mettre sur les créatures que vos adversaires contrôlent, histoire qu'elles attaquent du coup vos adversaires plutôt que vous, puisqu'elles ne pourront plus vous attaquer. C'est un petit avantage, ça c'est quand même fort sympathique aussi. Mais derrière, même vos propres créatures, l'avantage c'est que du coup si jamais elles changent de contrôleur en fait, au moins elles ne pourront pas vous faire de mal.
Même sur vos propres créatures, ça reste des auras qui sont très efficaces. Plus 3 piétinement pour 3, c'est quand même très bien. Pareil pour le vol de vol, plus de vol. Donc honnêtement, autant pour Estrid, pour Tuvasa, pour Kestia, ce sont deux très bons enchantements d'aura que je vous conseille de garder de base. Un enchantement qui a été réédité récemment et qui est très intéressant, c'est le courage inébranlable qui coûte un mana générique, un mana vert et un mana blanc. C'est une aura de créature. La créature enchantée gagne plus de 2 et a le piétinement et le lien de vie, deux capacités qu'on aime beaucoup. Et justement, avec des créatures qui peuvent éventuellement se booster avec le nombre d'auras que vous contrôlez, ça peut être très intéressant. Donc là, au niveau des 3 commandants, à nouveau, c'est une carte qui vaut son pesant de cacahuètes et qui est très intéressante. Un enchantement ensuite, le précepte de Crucifix, un mana générique et 2 mana bleus, un enchantement qui a le flash. Et au début de l'étape de pioche de chaque joueur, ce joueur pioche une carte supplémentaire. Alors là, on n'est pas du tout sur la thématique enchantement à fond. L'avantage c'est que ça le flash, donc du coup Tuvasa va pouvoir vous faire piocher également au moment où vous allez le jouer si vous le jouez pendant le tour de l'adversaire. Je vous conseille évidemment de le lancer plutôt à la fin du tour de l'adversaire qui joue juste avant vous, étant donné que vous du coup vous serez le premier à piocher une carte avec cet enchantement là plutôt que de le jouer pendant votre tour et que ce soit tout le monde qui ait un avantage avant vous. Ça c'est une carte plutôt qu'on joue dans des decks qui comptent beaucoup sur la pioche, autant que ce soit des decks groupe Hug. Alors groupe Hug ça veut dire que le but c'est de donner des avantages à tout le monde, de faire piocher les cartes, de donner des points de vie à tous. Ou alors sur des decks plutôt violents sur la pioche qui vous font perdre des points de vie à chaque fois que vous piochez. C'est assez intéressant également. Mais donc du coup, cette carte-là, je la trouve peut-être un petit peu en dehors, mais c'est encore une fois un moteur de pioche. Il faut voir s'il n'a pas déjà assez dans le deck en fait. Et si celui-là n'est pas un petit peu superflu, surtout qu'il fait piocher également vos adversaires, ce dont vous n'avez toujours pas trop envie quand vous voulez gagner la partie. Alors on a ensuite un enchantement de terrain qui est le reflet de l'aube, qui coûte 3 manas génériques et 1 mana vert. À chaque fois que le terrain enchanté est engagé pour du mana, son contrôleur ajoute 2 manas supplémentaires dans la combinaison de couleurs de son choix. Donc en fait c'est exactement la même chose que Luxuriance, c'est juste que là, pour 1 mana de plus, maintenant on a le droit de choisir en fait les 2 couleurs de mana qui vont être du coup produites en plus par le terrain en question. Donc encore une fois un enchantement de terrain très intéressant, du coup toujours produire plus de mana. Estrid ça va vraiment la faire fonctionner un maximum, donc à voir ce que ça peut donner du coup dans votre deck, si vous allez produire une tonne de mana, je l'espère pour vous. Encore une aura de créature, la rêverie du sage qui coûte 3 manas génériques et 1 mana blanc. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte pour chaque aura que vous contrôlez qui est attachée à une créature. La créature enchantée gagne +1/+1 pour chaque aura que vous contrôlez qui est attachée à une créature. Donc là vous piochez autant que le nombre d'auras que vous contrôlez, et en plus la créature est boostée en fonction du nombre d'auras que vous contrôlez. Alors là, c'est valable pour les 3 commandants, je pense que c'est une carte qu'il faut garder dans tous les cas. Étant donné que c'est un moteur de pioche, finalement qui coûte pas si cher que ça si vous avez beaucoup d'auras, hein, vous allez quand même piocher pas mal de cartes. Et ensuite derrière c'est également un boost plutôt puissant qui comme Tuvasa du coup se booste avec ou alors l'enchantress. Justement du coup ce genre de carte je pense qu'il faut absolument la garder si vous voulez jouer sur les auras. Une autre aura de créature, l'ombre d'ours qui coûte 2 manas génériques et 2 manas verts. La créature enchantée gagne +2/+2 et a, à chaque fois que cette créature attaque, dégagez tous les terrains que vous contrôlez. Et c'est une armure totémique elle aussi. Alors là, on a un petit boost +2/+2, c'est fort sympathique, mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout le fait de dégager les terrains que vous contrôlez. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez faire le double de mana. En plus, avec les enchantements d'aura qu'on a pour les terrains, ça peut faire vraiment beaucoup de mana sur un seul tour. Estrid est également là pour générer encore plus de mana. Je pense que c'est une aura qu'il faut garder absolument. De manière générale, c'est quand même souvent joué dans les decks qui jouent des auras, donc je vous conseille vraiment de la garder dans le deck. Ça ne pourra vous être que bénéfique en fait. Enchantement suivant, l'autorité vertueuse, une aura de créature qui coûte 3 manas génériques, un blanc et un bleu. La créature enchantée gagne +1/+1 pour chaque carte dans la main de son contrôleur. Au début de l'étape de pioche du contrôleur de la créature enchantée, ce joueur pioche une carte supplémentaire. Alors, là on est vraiment basé sur de la pioche, c'est-à-dire le fait d'avoir une grande main. Du coup ça peut s'intégrer très bien dans d'autres decks qui ne sont pas forcément ceux des commandants ici présents. Tuvasa, l'avantage c'est que du coup elle va pouvoir piocher quand même assez régulièrement. En plus, vous avez quand même pas mal de moyens de piocher dans ce deck déjà, au niveau des différents enchantements, des différentes créatures qui sont présentes.
Donc je pense que dans tous les cas, ce sera vraiment un bonus, tant que vous avez suffisamment de pioches dans le deck, d'avoir cette aura en plus. Qui plus est, ça vous fait piocher une carte supplémentaire, donc c'est vraiment tout bénef. Une nouvelle aura de créature de cette édition Commander 2018, l'ombre de la pieuvre, qui coûte 3 mana génériques et 2 mana bleus. La créature enchantée a une force et une endurance de base de 8-8, et à chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez engager une créature ciblée avec une force inférieure ou égale à 8, et c'est une armure totémique. Alors là, on cumule un petit peu tout, c'est-à-dire que bon, pour 5, je transforme ma créature qui peut être une simple 0-1 en 8-8, et qui en plus engage une créature qui a une force inférieure ou égale à la sienne. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est vraiment une très bonne carte, et en plus l'armure totémique derrière pour protéger. Je pense que l'ombre de pieuvre, en fait, va vraiment pouvoir permettre de gagner des parties, ou du moins de renverser la partie en votre avantage au moment où vous allez la jouer, et éventuellement attaquer avec la créature en question. Donc là, je pense que les 3 decks seront très contents, les 3 commandants seraient très contents de l'avoir avec eux. Un autre enchantement très classique des decks enchantements, c'est le sigil du trône vacant qui coûte 3 mana génériques et 2 mana blancs. A chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, créez un jeton de créature 4/4 blanche ange avec le vol. Donc chaque fois que vous lancez un enchantement, vous faites un ange. Honnêtement, c'est vraiment super intéressant, ça peut dégénérer assez vite en fait, étant donné que faire un ange, du coup, c'est une créature déjà qui a une force et une endurance assez conséquente, et surtout qui a une capacité d'évasion. Ce qui est fort appréciable dans ce deck. Donc, honnêtement, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses, je pense, avec cet enchantement, qui a toujours été assez utilisé dans les decks enchantement avec du blanc. Donc vraiment, gardez-le, c'est vraiment une valeur sûre pour tous les decks qui jouent des enchantements. Alors, on a une réédition assez inattendue, je vous avoue. C'est l'heure de la gloire, donc qui est un enchantement basique, qui coûte 2 mana génériques plus 1 mana vert, 1 mana blanc, 1 mana bleu, qui donne l'exaltation. L'exaltation, en fait, si jamais une créature attaque seule et que vous avez une capacité d'exaltation sur le champ de bataille sous votre contrôle, la créature gagne +1/+1, en fait, pour le nombre de fois où l'exaltation apparaît sur les différentes cartes. Donc là, ça donnera un +1/+1 si une créature attaque seule uniquement. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez attaque seule, si c'est la première phase de combat du tour, dégagez cette créature, cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Alors, je vais vous avouer tout de suite, je n'aime pas beaucoup cette carte, pour plusieurs raisons. Généralement dans un deck aura, c'est un petit conseil que je vous donne, je pense que c'est préférable, si jamais vous avez joué par exemple en limité un deck aura, vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. C'est-à-dire que généralement une aura, quand elle est attachée à une créature, si la créature meurt, bon, en dehors des créatures qui ont des créatures enchantement qui ont la grâce, l'aura est également détruite, ce qui est dommage. Le but du coup c'est de ne pas mettre toutes les auras sur la même créature, parce que si jamais elle est détruite, c'est toutes vos auras qui vont être détruites en même temps. Sauf si vous avez l'armure totémique sur l'une d'entre elles, évidemment. Mais là en fait, le but dans le deck enchantement, je pense, ça n'est pas de faire en sorte de mettre toutes les auras sur une seule créature, mais plutôt d'avoir plein de créatures avec des auras différentes. Ça va leur donner des bonus différents, et du coup l'heure de gloire c'est un petit peu... Je vais lancer juste une créature à l'assaut, et ensuite ça va faire une autre phase de combat. C'est un peu dommage parce que le bonus d'exaltation c'est juste +1/+1. Honnêtement, je suis un peu dubitatif, je n'aime pas vraiment cette carte. Je n'aime pas vraiment de base de toute façon, mais là en plus dans ce deck, j'ai l'impression que c'est un peu une invitation à allez hop, on met tout sur la même créature, et puis let's go, on y va, on balance tout. De toute façon il y a l'heure de gloire, donc ça va. Mais malheureusement, si à un moment vous vous retrouvez avec la carte qui est détruite ou exilée, je pense qu'à ce moment-là, vous risquez de pleurer un petit peu. Un enchantement d'aura de créature, c'est une proportion épique qui coûte 4 mana génériques et 2 mana verts, qui a le flash en plus, et qui donne +5/+5, et le piétinement à la créature enchantée. Autant dire que ça fait quand même des grosses statistiques. Alors là, j'aime bien cet enchantement, c'est un enchantement très basique, hein, +5/+5 piétinement, mais il y a en plus le flash, c'est que du coup, vous pouvez donner un boost assez inattendu durant les phases de combat, ne serait-ce que de vos adversaires éventuellement, ou au moment où vous attaquez avec, donc ça peut vraiment être sympathique. Là encore une fois, je pense que ça s'intègre bien avec les 3 commandants. Kestia préférera peut-être que l'enchantement soit mis sur la créature avant qu'elle attaque, du coup, voilà, pour que vous puissiez piocher un petit peu quand même. Donc moi j'aime bien, c'est un enchantement un petit peu bourrin, quoi. Bah écoutez, on est là pour ça aussi, hein, il faut taper un moment. Donc bon, moi j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner dans ce deck-là. Ensuite, on a le terrain de prolifération, c'est notre dernier enchantement. Il coûte 6 mana génériques et 2 mana verts.
C'est une aura de terrain qui donne au terrain enchanté en fait une capacité activée. Juste en l'engageant, vous créez un jeton de créature 5/5 verte bête avec le piétinement. Alors, je trouve ça assez intéressant parce que bon, du coup, ça permet de faire des jetons. Imaginons votre board s'est fait raser, vous piochez pas beaucoup de cartes. Malheureusement, ça va être un peu compliqué, mais le terrain de prolifération va vous permettre de tenir un petit peu sur le long terme, c'est-à-dire qu'à chaque tour, pour juste en engageant un terrain, faire une 5/5 bête avec le piétinement, je pense que c'est très intéressant. Surtout que là, c'est une aura d'accord, mais c'est une aura qui enchante justement un terrain. On passe ensuite aux éphémères, et on en a que 2 dans ce deck. Il y en a de 2 rééditions. La première assez ancienne, mine de rien, qui date d'Invasion, si je ne me trompe pas. C'est le coup désactivateur, qui coûte 2 mana génériques et 1 blanc. Et elle a un coût de kick supplémentaire de 2 mana génériques et 1 bleu. Détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé. Si ce sort a été kické, piochez 2 cartes. Alors là, pour 3 déjà pouvoir détruire un artefact ou un enchantement en blanc, je pense que c'est correct. En éphémère, c'est très bien. Le fait d'avoir en plus un moteur de pioche sur la carte intégrée, donc pour 3 vous piochez 2, bah, c'est classique en fait, c'est divination, donc je pense que c'est une bonne carte à garder en plus, parce que même si vous jouez enchantement, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas forcément des enchantements ou des artefacts embêtants en face, donc autant garder quelque chose qui permet de gérer ces 2 types de permanents. Le charme de Bante, donc une réédition d'Alara, qui coûte 1 mana vert, 1 mana blanc, 1 mana bleu. Vous choisissez l'un, détruisez l'artefact ciblé, mettez la créature ciblée au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire, ou contrecarrez le sort d'éphémère ciblé. Je ne suis pas trop fan, le seul intérêt en fait c'est qu'il est dans les 3 couleurs en fait de votre deck. Le souci c'est que bon, détruisez un artefact ciblé, donc moi je préfère franchement l'autre sort qui a été proposé avant, le coup des activateurs. Mettez la carte ciblée au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire, ça c'est pas mal. C'est pas un anti-bet, enfin si c'est un anti-bet, et en plus qui met en dessous de la bibliothèque, donc du coup tout ce qui est principe de récursion depuis le cimetière, on s'en fiche. Voilà, ça met un petit peu des bâtons dans les roues de tout le monde. Après le contrecarré, le sort d'éphémère ciblé, je pense que vous n'allez quasiment jamais l'utiliser parce que payer 3 pour contrecarrer un sort d'éphémère, c'est un petit peu cher, oui quand même. Donc à la limite ça peut être utilisé pour les 2 premières capacités, enfin les 2 premiers modes plutôt. Donc bon, je pense que ça vaut peut-être la peine de le changer si vous avez quelque chose de mieux, sinon bah gardez-le, écoutez, ce sera toujours utile. On passe ensuite au rituel, on en a quelques-uns dans ce deck. Donc le coup d'état militaire qui coûte X plus 2 mana blanc, vous créez X jetons de créatures 1/1 blanche, soldat. Si X était supérieur à ou égal à 5, détruisez toutes les autres cartes de créatures, détruisez toutes les autres créatures, tout simplement. Alors je vous avoue que je pense que je ne paierai quasiment jamais plus de 4 mana si je le joue dans ce deck. Pourquoi? Parce que si vous avez des enchantements d'aura qui sont équipés sur vos créatures, vous n'avez pas vraiment envie de détruire vos créatures pour faire 5 jetons, pour avoir fait 5 jetons ou plus de soldats. Donc voilà, je suis pas trop fan, étant donné que les auras, voilà, vous n'avez pas tellement envie de les jeter à la poubelle. Donc voilà, juste pour mettre des tokens de soldats, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile. La perspicacité de Crufix, donc pour 2 mana génériques et 1 mana vert, révélez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez jusqu'à 3 cartes de l'enchantement parmi elles dans votre main, et les autres cartes révélées dans votre cimetière. Alors bon, ça met une partie des cartes dans votre cimetière, il faut espérer que sur les 6, vous ayez 3 enchantements, parce que là ce serait vraiment le top, c'est piocher 3 pour 3, hein, honnêtement. Mais bon, déjà si vous arrivez à en toucher 2, ce sera déjà pas mal. J'aime beaucoup, c'est vraiment sur la thématique des enchantements, peu importe que ce soit les auras ou non. Ça recycle un petit peu votre deck aussi, si jamais vous tombez sur des cartes que vous n'avez pas envie. Du coup, vous pouvez les mettre au cimetière. Même si ce sont des auras. Donc, vraiment une carte très intéressante. Et puis, regardez 6 cartes et retirez les enchantements qui sont du coup le nerf de vos decks. Ce sera toujours très utile, peu importe le commandant que vous utilisez. Alors, ce rituel-là, je pense que vous allez bien l'aimer, c'est la Renaissance rampante qui coûte 3 mana génériques et 2 mana verts. Vous choisissez un type de permanent, renvoyez toutes les cartes du type choisi de votre cimetière dans votre main. Et en plus, il y a un coup de flashback pour 5 mana génériques et 2 mana verts qui permet de le rejouer depuis le cimetière, puis ensuite de l'exiler. Du coup, étant donné qu'on est quand même parti sur beaucoup d'enchantements, c'est quand même pas mal d'avoir une carte qui permet justement de tous les ramener dans votre main. Alors bon, après il va falloir trouver un moyen de ne pas se défausser de toutes ces cartes si jamais vous en avez beaucoup trop,
Mais le fait d'avoir un moyen de récursion au niveau des enchantements, c'est quand même super intéressant. Et c'est ce qu'on veut quand même, que ces enchantements, ces auras, même s'ils tombent au cimetière, vous ayez un moyen de les récupérer. Et là, le deck quand même en fournit pas mal. Donc, voilà, encore une fois, un très bon choix de rituel à mettre dans ce deck. Alors, une vieille réédition de cartes qui date de l'édition Tempête, ça date vraiment, c'est Vent de Rage, qui coûte 3 mana génériques et 2 mana blancs. Détruisez toutes les créatures qui ne sont pas enchantées, elles ne peuvent pas être régénérées. Donc en gros, pour faire une petite comparaison, en fait, ça c'est Colère de Dieu, mais juste pour 1 mana de plus, ça ne touche pas les créatures enchantées. Donc c'est très bénéfique pour votre deck si vous jouez surtout sur les auras de créatures. Donc là au niveau des 3 commandants, ils seront tous les 3 très ravis de pouvoir avoir cette carte dans le deck. Alors encore une carte qui fonctionne autour du nombre de fois où vous avez lancé le commandant depuis votre zone de commandement pendant la partie, c'est le Déluge de Genèse, qui coûte 3 mana génériques et 2 mana verts, pardon, qui coûte 4 mana génériques et 2 mana verts, petite boulette, et du coup qui se copie pour le nombre de fois où vous avez lancé votre commandant depuis votre zone de commandement pendant cette partie. Révélez les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de permanent non terrain. Vous pouvez mettre cette carte sur le champ de bataille. Mettez ensuite toutes les cartes révélées de cette manière qui n'ont pas été mises sur le champ de bataille au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc là c'est, hop, je vais chercher le prochain permanent de mon terrain. Étant donné qu'on joue sur les enchantements, ce sont des permanents, donc du coup ça va être très utile pour nous. Alors après 6, je me demande si c'est pas un chouïa cher, il va peut-être falloir calculer au moment où vous allez lancer combien de fois vous allez pouvoir du coup faire cette capacité. Je pense que déjà à partir de 3, vous pourrez vous estimer très content de l'avoir lancé avec du coup 3 exemplaires de cette carte. Enfin du moins l'original et les 2 copies. Moi je le trouve assez intéressant. Après, je pense que ce sera intéressant non pas uniquement pour les decks enchantement, mais également pour tous les decks en fait qui jouent beaucoup sur les permanents. Et là, j'ai pas mal d'idées qui me viennent à l'esprit sur les decks que je possède. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais je pense que ça va être joué en dehors d'un deck enchantement. Autre carte donc du déluge, celle qui se copie pour le nombre de fois où ça a été lancé, de la zone de commandement, enfin voilà, vous avez compris. C'est un rituel pour 4 génériques et 2 mana blancs, et quand vous le lancez, vous le copiez pour chaque fois, voilà, vous connaissez. Créez un jeton de créature 4/4 blanche ange avec le vol. Alors là, je suis peut-être un petit peu moins fan, ça fait juste les 2 jetons, bon c'est des 4/4 vol, ok. À la limite, ça reste quand même toujours intéressant. À voir également dans les decks jetons s'il n'y a pas moyen de l'intégrer, parce que du coup des commandants peu chers dans les decks jetons, il y en a pas mal. Donc voilà, vraiment ça peut être très intéressant à jouer dans ce genre de deck. Après dans le deck enchantement, là bon, les commandants disponibles en fait là sont quand même pas si chers que ça. Bon, 3 et 4 mana, donc du coup ça peut vraiment être intéressant. Mais bon, après ça fait juste des 4/4 vol, vous pouvez leur mettre les enchantements dessus, mais malheureusement les jetons sont quand même beaucoup plus sensibles à tous les anti-bêtes que la plupart des créatures normales. Dernier rituel, la Renaissance Phyrexiane, un anti-bête général, hein, c'est une vrasse, qui coûte 4 mana génériques et 2 mana blancs, qui détruit toutes les créatures, puis crée un jeton de créature artefact XX incolore horreur, X étant le nombre de créatures détruites de cette manière. Alors là, je ne vais pas dire que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est dans ce deck, parce que bon, il faut des anti-bêtes, hein, il faut des Vras aussi dans les decks. Là c'est le deuxième quand même qu'on a dans le deck, pardon, le troisième, si on compte également le Vent de Rage. Et malheureusement, je trouve ça un petit peu dommage, parce que là on n'est pas sur une synergie avec les enchantements. Et surtout, je préfère garder Vent de Rage plutôt que d'avoir Renaissance Phyrexiane qui va éventuellement me faire une grosse bête. Voilà. À moins que vous soyez vraiment dans le caca, je pense que cette carte-là, vous n'aurez pas vraiment envie de l'utiliser. Donc, carte pour situation désespérée, à voir si vous souhaitez la garder ou pas dans le deck. De toute façon, on a toujours besoin d'un petit peu d'anti-bête, donc ça peut être utile. On va passer rapidement aux terrains du coup spéciaux de ce deck. Donc en dehors des plaines, des îles et des forêts qui sont en petit nombre, c'est normal puisque c'est un deck tricolore, donc il nous faut pas mal de terrain pour fixer un petit peu ses couleurs. Donc on retrouve déjà les fameux bilans qui font 2 manas en même temps. Donc la chambre de croissance des Simiques, qui arrive engagée, qui demande à ce que vous renvoyez un land que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. On a également le sanctuaire de Selesnya, pareil avec le blanc-vert, donc la chambre de croissance des bleu-vert.
Et on a également la cour de la chancellerie d'Azorius qui fait pareil avec le blanc-bleu. On a également du coup le terrain tricolore, la citadelle maritime qui arrive sur le champ de bataille engagé qui fait un mana vert, blanc ou bleu selon votre choix. On retrouve également les terrains qui arrivent sur le champ de bataille engagé, donc comme la chute de bois épines qui fait gagner un point de vie et également qui fait du mana vert et du mana bleu. On a la crique tranquille qui fait pareil, gagner un point de vie en arrivant engagé qui fait du mana blanc et du mana bleu. Et on a les sables verdoyants qui font pareil, arrivent engagés, qui font gagner un point de vie en faisant du mana blanc et du mana vert. Et ensuite les autres terrains qui arrivent engagés sur le champ de bataille, l'immensité tranquille qui fait du mana vert ou du mana blanc, la rivière sinueuse qui arrive engagée qui fait du mana blanc ou du mana bleu, et le ruisseau des sylves qui fait pareil avec les manas verts et les manas bleus. On a encore quelques autres terrains spéciaux dont je vais vous parler. Tout simplement on a l'immensité de terramorphes, donc du coup qui se sacrifie en s'engageant pour aller chercher un terrain de base que dans votre bibliothèque et le mettre engagé sur le champ de bataille. Et la même chose avec les étendues sauvages en évolution, donc la même carte, juste avec un nom différent. Tous les deux là pour justement permettre de fixer au niveau des couleurs, c'est normal en tricolore. On retrouve également une carte assez intéressante, c'est l'orée de la Crossia, qui arrive sur le champ de bataille engagé, qui s'engage pour faire du mana incolore, mais aussi pour 2 manas génériques en l'engageant en la sacrifiant. Vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de forêt et une carte de plaine, et vous les mettez sur le champ de bataille engagé et mélangez ensuite votre bibliothèque. Donc une carte très intéressante, qui permet de faire du mana et également d'aller chercher les terrains si jamais vous en avez besoin. Un autre terrain spécial, le pont de Fange-Mousse, qui est une cachette. Alors elle vous demande en fait de regarder les 4 cartes dessus de votre bibliothèque quand elle arrive en jeu, et elle vous propose en fait de mettre l'une d'entre elles en dessous de cette carte-là, face cachée. Elle vous permet d'ajouter un mana vert, évidemment, et derrière en payant un mana vert et en l'engageant, vous pouvez jouer de la carte exilée sans payer son coût de mana si les créatures que vous contrôlez ont une force totale supérieure ou égale à 10. Alors avec les enchantements, les différentes auras, généralement ça va plutôt bien fonctionner, donc c'est vraiment le but, c'est que vos auras vous boostent suffisamment vos créatures pour que vous puissiez lancer cette fameuse carte gratuitement, ou du moins pour le coût de 1 mana vert. On retrouve également le terrain spécial de cette édition, la Forge des Héros, qui permet toujours de faire du mana incolore et qui, en s'engageant, vous permet de choisir un commandant ciblé qui est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci. Vous lui mettez un marqueur +1/+1 si c'est une créature, et un marqueur loyauté si c'est un Planeswalker. Et bien sûr, on finit évidemment cette analyse du deck avec la fameuse tour de commandement que je ne peux que vous conseiller de mettre dans tous vos decks, bien sûr, puisqu'elle vous permet de faire un mana de n'importe quelle couleur, de l'identité colorée de votre commandant, et là en tricolore c'est d'autant plus utile. Alors pour faire un petit bilan de ce deck, je trouve que ce deck est bien meilleur que celui qui nous avait proposé il y a 3 ans, donc le deck blanc-noir de Daxos. Là on est vraiment sur une thématique enchantement plutôt forte, même s'il y a beaucoup d'auras, il y a également des enchantements qui sont générales, donc qui ne s'attachent pas, enfin qui ne sont pas les auras. On retrouve pas mal de moteurs de pioche, on retrouve également des créatures qui bénéficient pas mal de bonus en fonction du nombre d'enchantements que vous contrôlez. Les commandants sont très intéressants, donc honnêtement ce deck là je pense qu'il possède vraiment de très bonnes bases déjà, pour pouvoir créer un bon deck enchantement derrière si jamais vous souhaitez l'améliorer. Donc là il y a déjà un très bon départ, et du coup je pense que là c'est peut-être un des decks les plus solides parmi ceux que j'ai déjà pu observer au niveau des enchantements. Donc voilà, à voir si vous souhaitez l'améliorer. Je pense que là on part sur de très bonnes bases. Peut-être que pour Estrid, il va falloir essayer de trouver un moyen de protéger ces fameuses auras. Peut-être trouver des meilleures auras également pour les terrains avec Estrid, de manière justement à pouvoir abuser un petit peu et faire plus de mana que nécessaire. Au niveau de Tuvasa, je pense que là il faut vraiment essayer de lui donner un maximum d'évasion, ce qui n'est pas encore trop fourni dans le deck, mais je pense que ça lui sera bénéfique, et également d'avoir des enchantements qui ont le flash. Ça surprend déjà toujours l'adversaire, et en plus ça vous permettra de piocher des cartes supplémentaires avec sa capacité. Kestia, l'avantage, elle, c'est qu'elle s'occupe à la fois des créatures enchantées, mais surtout des créatures enchantement, qui sont quand même des créatures parfois assez intéressantes. Vous en avez vu quelques-unes dans le deck, mais il en existe d'autres qui peuvent être ajoutées, et qui peuvent vraiment rajouter une bonne dynamique dans le deck si Kestia est votre commandant. Donc je pense qu'au niveau des 3 commandants, ce sont 3 commandants qui sont assez solides. On a posé les bases dans le deck déjà, avec plusieurs cartes qui sont vraiment intéressantes, qui valent le détour. Donc je pense qu'il ne reste plus que, si vous voulez les améliorer, à trouver 2-3 cartes par-ci par-là qui traînent, et qui seront en fait rendre encore plus efficaces les mécaniques de votre commandant. Mais là, honnêtement pour le moment, je suis très content de ce deck là.
j'attends de voir également pour le tester du coup quand je pourrai l'avoir tel qu'il est construit. Et du coup, avant de se quitter, je vais bien sûr remercier Geoffrey Palmer qui a fait l'animation de la carte dans l'introduction de cette vidéo, que vous pouvez retrouver sur Twitter @livingcardsmtg, donc MTG en français. Vous pouvez également retrouver la tour de commandement sur Twitter, @tourdecom avec 2 M, et moi également Erunim, @erunimfr. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu trouver les informations que vous recherchiez. N'oubliez pas avant de partir de liker, de partager, de commenter la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain deck Commander que nous allons regarder. Le deck Vengeance de la Nature, le deck noir, rouge, vert. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut à tous et bye bye.